de l'engagement. Alors, l'Institut de l'engagement... Comment ça marche? Comment ça marche et c'est quoi? Il y en a un certain nombre peut-être d'entre vous qui ont entendu Martin Hirsch il y a 4 ans dans des circonstances à peu près analogues, Au Puy du Fou, parler de l'Institut du service civique. C'était en 2012, l'Institut du service civique, c'était une promotion de 150 jeunes dont on se dit ces jeunes ne sont pas ceux que vous croyez. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont topissimes et ce sont les managers de demain, forcément. Moi, je vous parle de l'Institut de l'engagement parce que l'Institut du service civique a changé de nom et s'appelle maintenant l'Institut de l'engagement. Donc c'est la même chose, sauf que quand Martin en parle, il y a 150 lauréats. Quand moi j'en parle, il y en a 700. Par an, bien sûr. C'est un petit peu la différence entre Martin et moi, quoi. Donc nos lauréats, qui ne sont pas les jeunes que vous croyez, c'est des jeunes qu'on repère pendant un service civique. C'est des jeunes qui se sont engagés sur une mission d'intérêt général et on les repère parce qu'ils sont très très bons. Ils sont très très bons et si on ne leur donne pas un petit coup de pouce, il y a des chances pour que personne ne se rende compte qu'ils sont très très bons parce qu'ils ont oublié d'avoir un bon CV, parce qu'ils ont oublié d'avoir un réseau, parce qu'ils ont oublié d'avoir des moyens financiers, parce qu'ils ont comme ça quelques petits obstacles absurdes qui se dressent devant eux. Et nous, on essaye de faire tomber les petits obstacles absurdes et c'est comme ça qu'on a des lauréats. Je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Il est plus vouloir me quitter, là. Ouais. Alors, vous avez raison de les applaudir comme ça, parce qu'ils sont incroyables. Nos lauréats sont formidables, comme dit Marc. Ces lauréats, vous les avez vus, ils ont animé des ateliers hier pour vous, des ateliers crevasses. Vous savez, les ateliers, là. Avec Olivier Soudieu. Avec Olivier Soudieu. Et donc, nous, ce qu'on fait à l'Institut de l'engagement, c'est qu'on les aide à monter cette petite marche. On leur ouvre des portes d'écoles qui leur seraient fermées parce qu'ils n'ont pas appris à passer les concours, parce qu'ils ne savaient pas que ces écoles-là existaient, parce qu'on leur expliquait que ce n'était pas pour eux de toute façon, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc, nous, on leur ouvre ces portes-là. On leur ouvre des portes vers des entreprises dans lesquelles ils ne seraient pas rentrés parce que sur CV, le manager d'hier aurait ouvert et aurait regardé et dit « Non, ça, c'est pas très intéressant comme Ça rentre CV. pas dans les cases? Pardon? Ça rentre pas dans les cases? Ça rentre pas du tout dans les cases. Ils sont pas du tout dans les cases. C'est une vraie difficulté en termes de management. On les aide à créer leur activité alors qu'ils y croient pas parce qu'ils se disent c'est pas pour moi. Et ça marche super bien et ils sont top. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils sont tellement bons, on leur fait un truc génial. On les réunit en séminaire à Autran. Où ça? C'est vrai. Believe it or not. Séminaire d'intégration de la promo 2015 l'été dernier à Autran, séminaire d'intégration de la promo 2016, session de printemps, aura lieu première semaine de juillet à Autran. Vous voyez, c'est dire s'ils sont bons hein, quand même. C'est clair. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'ils ressemblent? Oui, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais avec Germe? Non, mais ça c'est une vraie question. C'est quoi ton lien avec Germe? C'est quoi? Merci de poser la Comment question. vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Moi j'ai rencontré Jean-Luc. J'ai rencontré Jean-Luc qui m'a raconté Germe, il m'a dit il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et Oui. Attendez, il y aura des vidéos tout à l'heure. alors après, comme ça me gênait un peu pour les raisons que vous venez de comprendre, je l'ai présenté à Martin, quoi. Et on s'est dit, nos jeunes, ouais, c'est pas les jeunes tels qu'on les imagine, tels que les managers d'hier les imaginent. Mais vous n'êtes pas tellement non plus les managers tels que les managers d'hier les imaginent. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose. Et puis moi, je parlais d'engagement. Et puis Jean-Luc, il parlait d'engagement. Et puis il y avait quelque chose. Et donc on s'est dit qu'avec Germe, il y avait quelque chose à faire. Et quelque chose à faire, c'était déjà mobiliser des gens pour nous aider, pour participer à nos jurys d'admission, pour parrainer des lauréats. Et ça a super bien marché. Je pense qu'il y a parmi vous des gens qui ont participé au jury et des gens qui ont parrainé des lauréats. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes contents? En général, dans la vie. Dans la vie. Et là, particulièrement, 2 questions. Votez. Et puis l'Institut a grandi et le partenariat avec Germe s'est poursuivi et on a trouvé qu'il y avait de plus en plus de synergie. Et aujourd'hui, on a à fond besoin de vous parce qu'on est en train de grandir et que vous êtes ceux qu'il nous faut. Pourquoi ceux qu'il nous faut? Mais parce que nous, on a besoin de gens qui sont ouverts, qui s'interrogent sur l'avenir, qui veulent ouvrir des portes à des gens qui ne rentrent pas dans les cases. Qui ont envie de faire monter ces valeurs-là, qui se disent que effectivement le CV et le diplôme c'est bien, mais c'est pas ça le cœur du truc. Et je l'ai entendu plusieurs fois hier, que ce soit pendant les
les discussions sur la pelouse. Bravo à ceux qui étaient sur la pelouse au lieu d'être en atelier. Les repas. Donc j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose... C'était un atelier à part entière. C'était l'atelier pelouse, donc. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit pour se justifier quand ils sont passés devant la radio. C'est ça. Et donc voilà pourquoi on est là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, la question numéro 12, c'était les personas. Mais ça serait bien de savoir quand même ce qu'on peut faire ensemble demain. Bah oui, quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Nous, on est en train de grandir. Les jeunes en service civique, quand Martin était venu vous voir au Puy du Fou, il y avait eu quelque chose comme 15 000 jeunes en service civique. Cette année, en 2015, il y a eu, rien que sur l'année 2015, 55 000 jeunes en service civique. Et ce que François Hollande a annoncé, c'est 350 000 jeunes par an en service civique. Nous, on repère des jeunes qui ont un super potentiel et on ne les prend pas tous. Et il faut qu'ils aient un profil qui va bien avec ce que nous, on sait faire et on ne sait pas tout faire. Pour autant, on va grandir en même temps que le service civique, peut-être un peu moins vite quand même. Et pour grandir, on a besoin de gens qui nous aident et qui jouent avec nous. On a besoin que vous participiez à nos jurys pour voir ce que c'est que tous ces jeunes qui se sont engagés, qui, comme vous, ont cru à toutes ces valeurs et qui y sont allés. On a besoin de gens qui vont parrainer nos jeunes pour faire écho, pour leur expliquer comment ils vont devenir les managers de demain, comment ils sont déjà face à des managers qui ne sont pas ce qu'ils croient. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, les lauréats de l'Institut, ils pensent que l'entreprise, c'est le grand Satan. Hein, les petits lauréats? Allez, avouez. Ils font non avec la tête, mais en fait, oui. Donc, on essaye de leur montrer qu'en fait, non, l'entreprise n'est pas le grand Satan. Les gens qui travaillent en entreprise, ils peuvent être sympas, engagés, motivés, souriants et taper sur les verres pendant un dîner à 500 personnes. Vous, quoi. Voilà. Et puis, on a besoin aussi, et là, c'est le passage émotion de mon intervention. Musique. Musique, les gars. On a besoin d'argent. Bon, combien? L'Institut est financé sur fonds privés, on est à 90% sur de l'argent privé. Donc on vient taper les entreprises, on vient taper les gens. Et alors là, vous voyez, sur la session de printemps là, de notre sélection, on a mobilisé 800 bénévoles. Et moi je me disais, 800 bénévoles c'est énorme. Et là je me dis, oh la vache, je préfère 2 fois plus facile. Des entreprises partenaires, on en a quand même une cinquantaine, des mécènes, on en a un petit peu moins que ça. Et là, je me dis, je peux faire x10, facile. Facile, hors facile. Alors, mieux que hors taxe, les dons à l'Institut sont déductibles de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, de l'impôt sur les sociétés. Je veux dire, là, c'est... voilà. J'ai envie de dire où est le hors taxe, quoi. Est-ce que vous préférez donner votre argent à l'État ou à moi ? Bon, c'est bon, ils ont tous voté avec les yeux. C'est bon, j'ai eu le temps de compter. Bon, en fait, quand j'ai dit à moi, je voulais dire à eux. Hein, voilà, donc c'est... Voilà. Donc du coup, sinon, il y avait des questions ? Ben, il y avait quand même des questions de prévues. Non mais je bois tes paroles. Je bois tes paroles. En quoi est-ce que les lauréats se retrouvent dans les personas qu'on a présentés tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a un lauréat qui a envie de monter répondre à cette question ? Un lauréat. Ils vont venir à 12. Allez. C'est comme au César. C'était pas prévu. Salut messieurs, dames. Qui veut un micro ? Alors, vous pouvez apprécier la diversité de nos lauréats, car il y en a des petits et aussi des grands. Ouais, il y a même un basketteur de 3,12 m. Voilà, nous avons à la radio avec moi. Des filles et des garçons. Qui veut témoigner ? Qui veut nous dire combien il est heureux d'être à l'Institut de l'engagement ? Sébastien. Merci beaucoup du soutien, merci pour tout. Je crois que nous, on se retrouve vraiment du côté de l'engagement. Donc vraiment, que ce soit du service civique, service volontaire européen ou toutes les entreprises sociales et tout ce que j'ai pu entendre pendant ces 2 jours. Donc ça nous parle et on vous remercie beaucoup. Pour les managers de demain, justement, pour nous, je crois que c'est ce mot qui est le plus essentiel. C'est des managers engagés et humains. Engagés et humains. Vous retrouvez dans... C'est quoi ton projet ? Oui, moi, mon projet, c'est de travailler dans la solidarité internationale. Et pour ça, l'Institut m'accompagne pour une reprise de formation
qui pourraient justement m'apporter les clés qui me manquent pour travailler dans les ONG. La solidarité internationale, c'est vaste. Tu penses déjà à des choses en particulier? Moi, j'aimerais travailler dans la coordination des programmes de volontariat, donc mettre en place des programmes de volontariat comme le service civique, mais aussi dans d'autres pays et en coopération avec des ONG et des organisations internationales. Merci. Merci Sébastien. Passe le micro. Mathilde, tu veux dire un mot? Oui. On ne pousse pas la consommation de micro. Hein, Bonjour. Alors, Mathilde est venue avec ses fans. Il y aura des photos dédicacées tout à l'heure. Salut Mathilde. d'ailleurs, pour préciser, on n'est pas tous des ennemis des entreprises. Ok, gentil. Ça c'est dit. Est-ce que ton regard sur l'entreprise a évolué là, même si tu étais déjà une amie de l'entreprise? Oui, et en fait, c'est ce que j'ai dit à plusieurs d'entre vous. Donc moi, grâce à l'Institut, je suis en école de commerce. Et en fait, en cours, on n'est pas formé au management. On est formé en licence, donc ça remonte un peu quand même, mais pas en master. Et en fait, je trouve que c'est très important quand on vous entend. Et en fait, on n'a pas ces échos, ces témoignages. Et c'était très intéressant pour moi d'être là parce que j'ai pu entendre vos témoignages, pas forcément sur une estrade, mais lors d'un déjeuner à côté de vous, c'était vraiment très intéressant. Et je pense que ça manque dans une école de commerce. Donc si vous êtes motivé, contactez des écoles et proposez-leur de faire des ateliers, des témoignages ou des Venez ateliers témoigner. avec des étudiants. C'est capital, on voit bien que ça change énormément de choses après dans vos ressentis, c'est même pas seulement dans vos conceptions. Toi, tu es sur quel projet? Donc formation En école de commerce, est-ce que tu as déjà des choses à l'esprit? Est-ce que tu as envie de côtoyer des univers en particulier? Déjà... Ouais. Qu'est-ce Donc moi, je suis que tu veux faire dans la vie? Du fric, non. Et je le donnerai à l'Institut de l'engagement. Bah oui. Tu es l'ami des entreprises. Merci Mathilde, merci beaucoup. Passe le micro. Noé a déjà un micro. Allez, Noé. Noé avec nous. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci pour cet événement. Merci à l'Institut de l'engagement à Germes. Alors moi, ce qui m'enrichit parmi vous aujourd'hui, c'est que je dois apprendre, comme beaucoup de jeunes, qu'il faut incessamment construire ce monde. Et on ne peut qu'apprendre auprès des managers comme vous, humanistes et porteurs d'avenir. Donc voilà, je suis en poursuite d'études grâce à l'Institut et j'espère être un manager humaniste et adhérent de Germes dans très peu de temps. Et toi, tu veux te présenter aux élections de l'année prochaine pour brosser les électeurs dans le sens du poil comme ça. T'as une envie, on parle de faire et on parle d'être chez Germes. Est-ce que t'as envie d'être? Et quoi, en l'occurrence? Alors, sur l'aspect de l'être, je suis déjà, je sens toutes ces valeurs concrètement, elles se sentent. Et sur l'aspect de faire, donc le monde de l'entreprise est large. Le point important, il me semble, c'est l'aspect humain qui reste encore... C'est les rencontres qui t'intéressent. Exactement, et puis c'est le champ, on va dire, entrepreneurial et humaniste qui m'intéresse énormément. Je crois que Germes est là pour ça. Tu te sens quoi dans les personas là? Répondez. Peut-être en ce moment un sprinter compulsif. Oui. Peut-être. Et tu veux être? C'est pour ça que tu es venu en basket. Ouais. Ouais, marcelez pas trop. Hein. Merci Noé. D'autres témoignages? Non, ça suffit. Merci, ils sont fabuleux. Merci, ils sont fabuleux les Je lauréats. signale que je ne les ai pas briefés. La parole est libre à Parce l'Institut que de Jean-Luc l'engagement. m'a accusé de les avoir briefés, je ne les ai pas briefés. Ils sont comme ça. Il y a des accusations. Merci beaucoup. On vous raccompagne sous les applaudissements. Et juste un petit mot. Merci à vous pour votre bonne humeur et l'accueil. Merci beaucoup. Stéphane-Héloïse Gras, je le disais, chercheuse à la Sorbonne,
Ah, c'est timé, c'est minuté. Chercheuse à la Sorbonne, au sein de la chaire Humanisme et Numérique, créatrice d'entreprise, professeure associée à New York, rien que ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça t'est arrivé tout ça? Oula, je vais pas vous. Nous raconter sommes tout ça dans en le 1900. Écoutez, c'est arrivé parce que par curiosité, je pense, qui est sans doute un trait caractéristique de beaucoup de personnes ici. Et donc, moi, j'ai effectivement fait je suis scientifique et j'ai fait une thèse de doctorat toujours en travaillant. Et aujourd'hui, je poursuis un petit peu, c'est un peu acrobatique, mais je suis donc effectivement chercheuse et entrepreneur. Et je pense que c'est un fuel aussi, ça donne beaucoup d'énergie. Ça donne de l'énergie de chercher et d'entreprendre. Tu travailles sur quoi? Alors aujourd'hui, dans mes activités de recherche, je travaille sur les questions d'humanisme numérique. Alors je ne sais pas si c'est des sujets qui ont été abordés, mais j'imagine un petit peu pendant les ateliers. Et je travaille plus particulièrement sur les questions de comment est-ce qu'on insère de l'éthique et de la réflexion éthique dans ces questions très techniques, on va dire, d'algorithmes, de bases de données, etc. Comment ça se traduit? Un exemple concret qu'on voit à quoi ça ressemble? Par exemple, comment est-ce que certains algorithmes de recommandation sur des marchés en ligne, dans le e-commerce par exemple, peuvent exploiter certains sets de données ou pas? Comment est-ce que ça génère, on va dire, certaines activités? Comment est-ce qu'on met des acteurs d'accord autour de certains consensus liés à nos activités en ligne, aux activités des hommes sur Internet. Bon, ça c'est le volet scientifique et par ailleurs j'essaie de mettre toujours cette réflexion en application. En fait, tout ça est né du fait que je pense que la révolution numérique, ou ce qu'on peut appeler la révolution numérique, elle peut pas être comprise si on ne met pas les mains dedans, en fait. C'est-à-dire que il faut s'y intéresser très concrètement pour d'abord éviter de tomber dans des discours soit complètement idéologiques, soit complètement extérieurs, en fait. Quel discours idéologique tu entends, par exemple, et qu'il faudrait peut-être remiser au placard? Je voudrais pas empiéter sur ta dernière question, mais on parle beaucoup de transhumanisme. Celle-là? Pardon. On parle beaucoup de transhumanisme. Hein. Est-ce que les robots vont remplacer l'homme? Est-ce que on va tous devenir cyborg? Est-ce qu'on va tous avoir des puces dans le cerveau, etc. Bon, ce sont des vraies questions. Hein. Je pense que les technologies aujourd'hui vont très vite et il faut l'avoir à l'esprit. En revanche, la manière de les aborder pourrait être plus diversifiée que celle, on va dire, dominante actuellement, à savoir est-ce que Internet deviendrait une espèce de nouveau dieu et qui nous assujettirait tous à une seule et même activité. Voilà. En quoi est-ce que Germe te parle, te correspond? Alors, Germe, j'ai découvert ça récemment grâce à Jean-Luc également, que j'ai rencontré lors d'un événement où peut-être certains d'entre vous étaient également présents en Vendée, à l'Université des entrepreneurs vendéens. Très Il y a des sympa, Vendéens dans la salle. Donc, terre très sympa, la Vendée, vraiment. Et, Je suis d'accord. parce que je trouve qu'il y a une diversité, une richesse et à la fois environnementale et puis en termes d'activité qui est très dynamique. Donc vraiment bravo. Donc j'ai rencontré Germe en Vendée et ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait quand j'ai terminé ma thèse de doctorat, je me suis beaucoup intéressée, comme j'avais travaillé dans des secteurs type recherche et développement, hein, parce que quand on est scientifique et qu'on veut travailler un petit peu avec des entreprises, ça passe souvent par ces biais-là. Et j'avais développé une activité qu'on appelle d'innovation ouverte, donc dans l'idée de comment est-ce qu'on peut réinstaller un dialogue entre les scientifiques et l'entreprise, articulé autour de projets d'intérêt collectif, on va dire. Et en fait, il m'a semblé que Germe, c'est un petit peu ce que vous faites depuis votre création, en fait, c'est-à-dire vous mettre ensemble dans une pièce et réfléchir chacun avec son domaine d'expertise et chacun avec ses compétences à
croiser tout ça et rendre tout ça fertile pour soit développer des projets, soit développer des méthodes, soit développer des objectifs communs. Et voilà, donc ça c'est une partie qui m'a beaucoup interpellée chez Germe. Et puis ensuite, sur le sujet de comment est-ce qu'on conjugue finalement le développement économique en passant par le talent humain et par les compétences humaines, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup actuellement parce que je viens de créer une activité autour de la formation à l'innovation numérique en Afrique. Et voilà, je pense que c'est un sujet qui devrait aussi peut-être intéresser à un moment ou un autre. Tu nous feras partager le fruit de tes recherches ? Alors, oui, c'est... Absolument. En fait, le parti pris de ce projet Africa for Tech que je viens de créer avec Gilles Babinet, qui est donc un entrepreneur dans le secteur du numérique assez installé, on va dire, au moins en Europe, et qui s'intéresse lui aussi à l'Afrique depuis plusieurs années. Moi pour ma part, j'ai pas mal voyagé en Afrique et longtemps vécu à l'étranger, donc c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Notre parti pris, c'est de se dire que le modèle d'innovation et de management de demain, il sera africain. C'est-à-dire C'est-à-dire que, en fait, si on prend l'état du monde aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois un épuisement des ressources naturelles, un épuisement d'un certain modèle de croissance, de certains indicateurs économiques, si on associe ça à tout ce que je vous ai dit avant sur la révolution numérique, eh ben on se rend compte que l'Afrique a une carte à jouer qui n'est pas que, on va dire, qui peut-être pourrait changer un peu le cours de l'histoire par rapport aux relations qu'on a toujours connues avec ce continent, qui évidemment n'est pas uniforme, hein. Il y a beaucoup d'Afrique et beaucoup de pays en Afrique. Voilà, donc l'idée, le parti pris, c'est de se dire la révolution numérique conjuguée à cet épuisement de notre modèle occidental, hein, de croissance, d'économie, enfin, entre autres d'économie et de relations aux ressources naturelles également, doit provoquer, en fait, va faire émerger des nouveaux modèles. Et quand on observe ce qui se passe sur le continent africain, alors ceux qui connaissent un petit peu l'Afrique ont sans doute entendu parler des monnaies mobiles comme M-Pesa, qui est né en Kenya en 2007. Qui consiste en quoi? Alors M-Pesa, c'est une monnaie mobile, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone portable, et au Kenya, en 2007, quand on invente ça, il n'y a pas de système bancaire. La bancarisation, le taux de bancarisation, de toute façon, en Afrique, est très faible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On achète des jetons, en quelque sorte, dans un kiosque, et on paye à peu près tout et n'importe quoi, enfin principalement des services quotidiens, avec des SMS qui viennent créditer, débiter. Donc, bon, c'est un modèle très simple, hein, même en termes de technologie, c'est pas hyper sophistiqué. Et précisément, c'est là qu'on voit qu'on pourrait imaginer un modèle d'innovation africain. C'est-à-dire que c'est des innovations qui sont frugales, qui répondent vraiment à des besoins immédiats, qui sont pas forcément, qui ne requièrent pas, on va dire, un niveau de sophistication avec des années de laboratoire enfermés dans la Silicon Valley, on va dire. Deuxièmement, c'est des innovations qui sont collectives, collaboratives, donc avec des modèles, on va dire, peut-être plus proches de l'holacratie, c'est-à-dire que, voilà, on s'est pensé et c'est utilisé pour des communautés. Et puis troisièmement, c'est un modèle, ou en tout cas ce sont des innovations qui requièrent d'être très agiles en termes d'implémentation. Voilà, donc c'est à peu près les trois caractéristiques qu'on identifie de ce modèle d'innovation et de management africain qui pourrait répondre, en tout cas qui est très lié, on va dire, et de manière intéressante aux compétences qu'on attend de nous aujourd'hui dans cette révolution numérique. Jean-Luc, l'innovation frugale, ça te parle? Oui, ça me parle bien. Ce que je voulais dire, c'est que Stéphane Héloïse a rencontré Germe, mais moi j'ai rencontré aussi Stéphane Héloïse, on a eu des discussions en Vendée, on s'est revus à Paris, je me souviens d'un entretien avant que tu partes aux États-Unis, là récemment à Paris. On discutait d'humanisme, de numérique, etc. Et puis tout à coup, Stéphane Héloïse, elle me dit bon, là il va falloir qu'on s'arrête parce qu'en fait j'ai des entretiens de recrutement à mener à partir de maintenant, et il y avait une personne qui est venue et qui venait pour un poste, et je me suis dit mais c'est génial parce que tu es à la fois dans la recherche. Elle me dit ah ben là je suis à New York, là après je pars en Afrique, et je me suis dit mais finalement dans notre regard sur le manager de demain, quand on est ensemble chez Germe, on a parfois tendance à se regarder, nous, communauté Germe, et je me suis dit que ce serait super intéressant d'avoir le regard de Stéphane Héloïse pour nous amener sur d'autres territoires, sur d'autres émergences, sur d'autres expériences. Et je trouve que ce qu'on a partagé comme discussion depuis qu'on s'est rencontrés
m'a amené à me dire, finalement, on peut être manager, on peut être chercheur, voilà, on peut faire plein de choses, on peut être chef d'entreprise. Et je trouve que dans l'incarnation du manager de demain, il faut bien avoir en tête que Stéphane Hollis n'est pas simplement une chercheuse, c'est aussi une chef d'entreprise. Et je pense qu'en termes de management, ça c'est chouette. Voilà. Merci. Et juste encore un petit truc, juste encore un petit détail, c'est que je racontais à Stéphane Hollis qu'on avait eu le prix du management humaniste en 2011, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Et je lui disais, finalement, est-ce qu'on peut encore croire aux managers humanistes Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on va aller? Donc, dans le regard et dans la discussion qu'on a eue, on a eu beaucoup de discussions sur humanité, humanisme. Là, il y a peut-être un petit distinguo à faire. Et puis également, moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre des éléments de conversation qu'on a eus sur le manager humaniste. Est-ce que c'est un manager qui a de l'avenir? À quoi il ressemble et c'est quoi le manager demain? J'avais juste une question entre les deux. Comment tu recrutes? Beaucoup à l'intuition, comme beaucoup de gens, mais aussi... en fait, c'est vrai que de toute façon, sur tous les projets, notamment sur ce projet où je recrutais, donc pour Africa Fortech, ça requiert vraiment une flexibilité, une agilité, et puis surtout la capacité à se décentrer en permanence. C'est-à-dire que moi, j'attends beaucoup de mes collaborateurs qui puissent... être capables de sans cesse remettre en question leur propre manière de faire et leur propre manière de penser pour s'ouvrir à comment fonctionnent les autres autour d'eux, mais aussi dans un contexte plus général de croissance, on va dire. Beaucoup d'agilité. Il ressemble à quoi le manager demain? C'est quoi ta vision du management demain? Alors, j'ai sur les personas. Sur les personas, oui. Tu veux que je réagisse sur les personas? Notamment, oui. Alors moi, je pense que d'ailleurs, ça s'est montré, hein, on se retrouve beaucoup dans le premier, hein, celui qui est le multilab, le manager multilab. Je crois que c'est probablement la tendance la plus forte. Moi, sur ces personas, je me suis dit, en fait, en les lisant, ce sont toutes des situations managériales auxquelles on fait face, en fait. Donc, voilà, on est toujours multiples dans l'un, mais je pense que le manager encore plus, et tout ce que vous avez décrit avec ces personas est effectivement vrai. Après, voilà, la tendance principale, et je me retrouve là-dedans, c'est effectivement le numéro 1. C'est quoi être humaniste? C'est une question, d'abord. Oui. Tu savais que j'allais te la poser ou pas? Quand? Tu savais que j'allais te la poser ou pas? Ouais. Vous me ferez 3 heures, pas plus. Alors, c'est quoi être humaniste ou c'est quoi être un manager humaniste? Les deux, forcément. C'est quoi être un manager humaniste? Même si on a déjà quelques pistes avec ce que tu nous as dit. Et puis c'est quoi être humaniste? Parce que peut-être que ça dépasse aussi les frontières de l'entreprise, tout ça. Ouais, alors je pense qu'effectivement on est revenu à une grande ère peut-être du management humaniste, et on en parlait hier soir avec Jean-Luc parce qu'on se disait non seulement être un manager, enfin moi je pense qu'être un manager humaniste aujourd'hui c'est pas seulement une possibilité, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment, comme je le disais tout à l'heure, où tous les indicateurs se cassent la gueule et où en gros, on a beaucoup de mal à avoir un sol ferme sur les activités qu'on déploie. Je pense qu'être humaniste, c'est une nécessité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un manager humaniste? Je pense que ça se définit, en fait, je reprends ma casquette de philosophe, mais pour une petite seconde, si vous me le permettez. Je pense que c'est très pascalien. C'est-à-dire que c'est être dans un doute raisonné. C'est accepter qu'on avance sur de l'incertitude, en fait, sur de l'incertain et pas sur du certain. Donc je pense que ça, c'est vraiment le point de départ du management humaniste. C'est que non seulement parce que alors quelqu'un a dit, je sais plus, mais que le management humaniste se définit par la confiance. C'est-à-dire que quand on est un manager humaniste, on fait confiance. Moi, j'ai envie d'ajouter, on fait conscience, mais la confiance n'existe pas aussi sans le doute. Donc on doute aussi de manière raisonner, et on s'efforce de douter de la manière la plus raisonnée possible. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je gère une équipe d'électrons libres comme toi peut-être, ou comme Germe, j'accepte, j'entre en confiance, mais je suis en dialogue et en conversation permanente pour ajuster en permanence les individus, les projets, les manières de faire, les objectifs, etc. Voilà. C'est peut-être pas très original, mais je pense que ce qui est intéressant pour penser
qu'est-ce que c'est que le management de demain ou le manager humaniste de demain, c'est aussi de se poser la question, et alors là je reviens à ce sujet d'humanisme numérique, c'est comment est-ce qu'on fait confiance aujourd'hui à l'ère numérique? Et ça, je pense que c'est une question qui requiert un vrai travail de fond. Peut-être que Germe pourra proposer quelque chose là-dessus. Ouais, c'est une vraie réflexion et je pense que c'est intéressant qu'on creuse ce sujet-là parce que la question du numérique dans une membrane qui est le groupe Germe et l'émergence de toutes les technologies numériques autour de nous, il y a une vraie passerelle, une vraie à mon dire, innovation, une vraie approche à construire chez Germe autour de ça. Et donc c'est peut-être intéressant justement de nous livrer ton regard, en tout cas là-dessus, Stéphane Héloïse, en disant mais finalement le numérique et l'humanisme, comment ça se conjugue? Et comment est-ce qu'on est, on est déhappé par le numérique? Comment est-ce que du coup on le regarde avec recul pour peut-être mieux le comprendre? En fait, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais parce On que a encore moi, si 3 vous me heures. lancez sur ce sujet-là, je peux parler pendant des heures, hein, mais je ne voudrais pas vous... En tout cas, première chose, je pense, c'est que le numérique, c'est très compliqué d'en avoir une position d'extériorité, enfin, de se sentir extérieur au numérique pour pouvoir dire, tiens, je regarde depuis ma chaise ce que c'est que le numérique, ce nouvel animal qui viendrait envahir l'homme, par exemple. Je pense que ça, c'est une position qui ne se tient pas, qu'on ne peut pas. Parce que le numérique, par définition, c'est de l'hybride. C'est de l'hybride avec toutes les activités humaines qui existent. C'est-à-dire quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde ce qu'on fait avec ça, quand on regarde ce qu'Internet véhicule, comment est-ce que ça nous fait travailler ensemble, comment est-ce que ça nous fait vivre ensemble, ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc je pense que la première chose à accepter, d'une certaine manière, c'est qu'on est dans de l'hybride, on est dans un train en marche, qui est un train, voilà, et que du coup, il faut aussi là inventer sa propre méthode. Et je pense qu'elle passe avant tout par par de la conversation, par on va dire des méthodes de création de consensus qui doivent être aussi nouvelles. En quoi la communication doit évoluer entre les hommes et les femmes de l'entreprise? Alors, je pense que la communication, elle n'est jamais complètement figée. Hein. Après, on sort peut-être d'une période où on a connu ces grands médias qui sont la télévision, la radio, etc., où on pouvait avoir peut-être une vision plus globale sur ce qui se passait. Aujourd'hui, Internet, c'est pas un Internet, c'est les Internets. Le mobile, c'est pas un mobile, mais c'est toutes les applications et tous les services que ça développe. Donc effectivement, on est forcément dans une articulation entre de l'observation microscopique et de l'observation macroscopique. Donc comment est-ce que le numérique fait changer la manière dont on communique? Je ne sais pas, je pense que vous avez un téléphone portable, non? Oui, pas loin. Alors comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien. Moi, je suis content. J'appelle souvent les managers de Germe. Je suis très heureux de les appeler. Il y avait un sujet ce matin, excuse-moi David, il y avait un sujet ce matin qu'on prenait le petit-déj qui m'a interpellé. Tu m'as dit, mais quand on parle du manager de demain, ça me fait penser au Japon. Tu peux nous dire pourquoi? Oui, alors pour revenir sur ce sujet, effectivement, parce que je t'avais glissé ça dans l'oreille, si on prend le Japon dans les années 50, on n'aurait jamais soupçonné, donc le Japon après-guerre, qui était vraiment... alors qui a connu aussi d'une certaine manière ses 30 glorieuses, mais dans les années 50, on n'aurait jamais soupçonné que la culture japonaise allait produire un modèle d'innovation et un modèle managérial qui a été sans doute le plus célèbre de la fin du XXe siècle, qui est le toyotisme, et qui a généré donc le management par la qualité, et qui a généré toute une série d'innovations et autres. Et en fait, c'est intéressant de se dire que peut-être qu'il se passe exactement la même chose qu'avec l'Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est peut-être pas si tiré par les cheveux que ça, de se poser la question de comment est-ce que l'Afrique, à partir des caractéristiques que je décrivais tout à l'heure, pourrait connaître un saut, elle connaît ce saut technologique, mais également du coup faire émerger des modèles managériaux et des modèles d'innovation. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant que si on regarde précisément les chiffres, il y a beaucoup de similitudes entre, par exemple, la situation de la Corée dans les années 60 et celle du Mali. Ce que le Rwanda est en train de faire actuellement et ce que le Japon a développé dans les années 70, c'est pas si éloigné que ça non plus. Donc finalement, sans être trop prospectiviste ou futurologue, je pense qu'on peut véritablement regarder du côté de l'Afrique et s'inspirer de ce qui s'y passe pour penser le manager de demain. J'ai encore une autre question. Question de Jean-Luc. J'ai une autre question. D'après toi,
Finalement, avec l'expérience Africa Fortech, quand tu vois le management et les gens avec lesquels tu travailles en France, à la Sorbonne ou ailleurs, ce que tu vis aux États-Unis et le projet Africa Fortech, d'après toi, si on avait un sujet à travailler, un sujet à travailler en tant que manager en France, ça serait quoi? Compte tenu de ton regard comme ça sur ces 3 continents. Alors, un sujet, tu veux dire... Un sujet, une compétence. Excuse-moi, une compétence. C'est intéressant parce que je pense que le grand challenge du manager de demain, c'est de redéfinir le socle des compétences minimales dont il a besoin et dont il a besoin aussi, dont son équipe a besoin pour entrer en mode projet, pour être capable de faire exister et d'assurer la vie des projets, on va dire. Donc j'aurais du mal à te répondre sur cette question finale en quelques mots, sachant que c'est vraiment un sujet de discussion actuellement. Je pense que la notion de frugalité, elle est très importante, mais il faut y prêter attention pour pas l'assimiler à des faux amis qui seraient le cheap ou le cost cutting, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le manager de demain, il va sans doute devoir faire face à des économies considérables. Enfin, il fait face déjà à des économies considérablement réduites. Et que dans ce sens-là, la frugalité, ça ne consiste pas seulement à faire la même chose pour moins cher ou en plus cheap. Oui, c'est aussi une part d'innovation importante. C'est donc frugalité égale agilité, en fait. Et je pense qu'à partir de là, on redéfinit des compétences, en fait. C'est-à-dire en pensant de manière peut-être plus écosystémique, en pensant peut-être davantage sur le long terme, en regardant davantage ailleurs, en articulant davantage des projets extrêmement locaux, extrêmement précis, et des projets plus macro, on va dire, ou des visions plus macro. Enfin là, je vous apprends rien parce que c'est ce que vous faites, hein. En tant que manager, on est toujours des courroies de transmission d'un projet, d'une vision globale et d'un projet extrêmement plus précis. Mais je pense que là, avec ces contraintes-là, en fait, la multiplication des contraintes pousse le manager à développer une agilité entrepreneuriale beaucoup plus forte. Ouais. Sur quoi tu travailles? Sur quoi tu priorises tes activités ces prochains temps? Alors... Aujourd'hui, avec Africa Fortech, on prépare un gros séminaire de formation, précisément, à l'innovation numérique en Afrique, qui va se passer un peu avant la COP22 au Maroc. L'idée, c'est de réunir à la fois des managers comme vous, des entrepreneurs, des scientifiques, des décideurs économiques, politiques, autour de 4 grandes thématiques qui sont des thématiques à impact global. Donc la santé, l'éducation, l'énergie et l'agriculture. En se posant la question générale à chaque fois, comment est-ce que l'innovation numérique en Afrique va être globalisée, doit être globalisée, quelles conséquences ça va avoir sur, on va dire, un niveau global, un niveau mondial, et de faire travailler toutes ces équipes par petits groupes de 10, un peu comme vous le faites en atelier, enfin je pense que vous êtes un peu plus nombreux, mais sur des prototypes et des projets de prototypes très concrets. Parce que là encore, la révolution numérique et l'entrepreneuriat de demain, enfin celui d'hier aussi, mais encore plus celui de demain, se fait, enfin on apprend en marchant, quoi. Et donc c'est en mettant les mains dans la production des innovations même et dans la production d'un consensus autour d'un projet qu'on apprend le mieux. Donc voilà, on crée un séminaire de formation et c'est là-dessus que je me consacre beaucoup ces prochaines semaines et les prochains mois. Merci Stéphane-Héloïse. Stéphane-Héloïse Gras avec nous. Merci.